Alors, la dernière fois, on a abordé un deuxième chapitre dans cette première partie consacré à Socrate, après qu'on a traité dans un premier chapitre les présocratiques. Donc, on s'intéresse dans un chapitre 2 à la philosophie du droit de Socrate. En réalité, comme souvent, j'ai commencé par faire une présentation générale, mais je suis passé très vite parce que je pense que Socrate, vous en avez entendu parler bien avant ce cours de philosophie du droit et de la justice. Donc, la section 1 était dédiée à la vie de Socrate. Comme il n'a rien écrit, euh, on parle de la vie de Socrate pour expliquer, parce que c'est sa vie qui illustre ce qu'il est. Donc, c'est normal que, comme il n'a rien écrit, on ne parle pas de l'œuvre de Socrate, mais uniquement de la vie de Socrate. Maintenant, euh, dans une section 2 que nous abordons aujourd'hui, on va parler de la philosophie de Socrate. En fait, ce qui nous intéresse, c'est la philosophie du droit de Socrate. Mais comme chez tous les philosophes, il est impossible de faire abstraction de sa philosophie d'ensemble pour parler de sa philosophie du droit. Donc, on va d'abord, dans un paragraphe 1, donner très rapidement un aperçu d'ensemble de la philosophie de Socrate, un peu comme on l'avait fait à propos d'Héraclite d'Éphèse, et ensuite, ou des sophistes, et ensuite, on parlera dans un paragraphe 2 de la philosophie du droit de Socrate, qui se déduit de sa philosophie d'ensemble, en fait. Alors, tout d'abord, paragraphe 1, aperçu d'ensemble de la philosophie de Socrate, aperçu d'ensemble de la philosophie de Socrate, et je passe donc rapidement, puisque je fais référence là à des choses que vous connaissez déjà, certainement que vous avez vues au lycée, j'imagine, ou en classe préparatoire pour ceux qui auraient fait Hippocagne ou Cagne. Et donc, je pense qu'on peut passer rapidement. Maintenant, si vous exigez des précisions au fur et à mesure que j'avance, ou s'il y a des choses qui ne vous semblent pas suffisamment explicitées, vous pouvez toujours me le faire savoir en levant le doigt. Donc, ce qui caractérise la philosophie d'ensemble de Socrate, c'est d'abord qu'elle repose sur une méthode, la fameuse méthode socratique, et que d'autre part, elle est une science morale. La philosophie de Socrate, ça n'est pas une physique, une métaphysique, c'est une morale. Alors, tout d'abord, grand A, méthode socratique, et ensuite, grand B, science morale. Grand A, méthode socratique, comme vous savez, sans doute, elle repose sur deux points, donc je passe rapidement, je ne développe pas. Il y a plus de développement dans le cours écrit, mais bon. Euh, Elle repose sur deux points. Tout d'abord, la conscience que Socrate a de sa propre ignorance, la conscience que Socrate a de sa propre ignorance et son art consistant dans l'accouchement de l'esprit des autres. Son art consistant dans l'accouchement de l'esprit des autres. Donc, petit 1, conscience de sa propre ignorance. Vous vous souvenez sans doute de cet épisode que Socrate raconte dans le dialogue de Platon qui s'appelle l'Apologie de Socrate. L'Apologie de Socrate, c'est donc le discours de défense que Socrate a tenu devant le tribunal populaire qu'il a ensuite condamné. Et donc il raconte que euh, un de ses amis, un certain Chéréphon, un de ses amis, un certain Chéréphon, était allé interroger euh,
l'oracle de Delphes. C'est-à-dire qu'il avait posé la question plutôt, il a été interrogé la Pythie à Delphes qui avait rendu un oracle, c'est plutôt exactement comme ça qu'il faut dire les choses. La Pythie à Delphes avait rendu un oracle, et la question qu'il avait posée à la Pythie était de savoir s'il y avait quelqu'un de plus savant que Socrate, ou de plus sage que Socrate. Ça dépend de la traduction qu'on adopte, puisque c'est toujours Sophos, comme vous le savez, et que Sophos désigne le sage, comme c'est désigne le savant, de même que Sophia désigne la science ou désigne la sagesse. Donc, selon les traductions, dans l'Apologie de Socrate, la question posée était y a-t-il quelqu'un de plus sage ou y a-t-il quelqu'un de plus savant que Socrate? Et donc, les deux traductions peuvent se justifier. Les deux traductions sont utilisées par des auteurs différents, mais qui sont tous des hellénistes de premier ordre et des philosophes en général. Donc, je ne vais pas trancher la question. Donc, dans le cours écrit, j'ai adopté la traduction par savant, hein, mais ça peut se discuter. Donc, y a-t-il quelqu'un de plus savant que Socrate? Et la Pythie a rendu l'oracle suivant: nul n'est plus savant que Socrate. Nul n'est plus savant que Socrate. Donc, Chéréphone a rapporté cet oracle à Socrate, et Socrate s'est demandé pourquoi la Pythie avait-elle pu dire que nul n'était plus savant que lui, quelle était la raison d'être de cet oracle. Et donc, vous connaissez la suite, j'imagine, non? Il est allé faire chier tout le monde dans la cité en demandant aux gens éminents dans la cité s'ils étaient plus sages que plus savants que lui, en interrogeant tout d'abord les hommes politiques, puis les poètes, puis enfin les artisans, les hommes de métier. Et chaque fois, il leur posait la question de savoir ce qu'ils savaient. Et il s'est aperçu en discutant avec eux qu'ils ne savaient rien. Il arrivait à la conclusion que lui-même, ne sachant rien, il avait cette supériorité pour les autres, sur les autres, de savoir qu'il ne savait rien. Donc il avait une conscience de sa propre ignorance qui faisait défaut aux autres qui se prétendaient beaucoup plus sages ou savants qu'ils ne l'étaient en réalité. Comme le paraphrase Montaigne dans les Essais, Socrate est le plus savant ou le plus sage en ce qu'il sait que tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. La formule ne se trouve pas dans le dialogue de Platon, l'apologie de Socrate, mais la formule se trouve chez Montaigne. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Et donc, le deuxième point de la méthode socratique, c'est l'accouchement de l'esprit des autres. Donc, s'il a conscience de sa propre ignorance, c'est qu'il a développé chez lui une réflexion critique. Au lieu de se croire savant, il a conscience qu'il n'est pas savant et il pense qu'il faut amener les autres à la même réflexion critique. Donc, les dialogues tels que Platon les immortalisait, enfin les entretiens de Socrate tels que Platon les a immortalisés dans les dialogues, ça consiste de la part de Socrate à rencontrer des gens qui l'interrogent en partant du principe qu'il ne sait rien, mais il veut amener les autres à avoir conscience de la fragilité de leur propre position. De manière, une fois après avoir abandonné cette position fragile, d'accoucher d'idées conformes à la vérité, d'idées qui reflètent la vérité. En effet, Socrate, comme vous le savez, était le fils d'une accoucheuse, et donc il pratique l'art d'accoucher, seulement lui, il n'accouche pas les corps, il accouche les esprits. Et parmi les pensées que les esprits enfantent,
il est capable de distinguer quelles pensées sont bonnes, exactes, et quelles pensées ne le sont pas. C'est-à-dire qu'en plus, il est eugéniste en quelque sorte. Il est capable de discerner les bonnes pensées et les mauvaises pensées et mettre les mauvaises pensées de côté. Voilà. Donc lui-même est stérile, il ne peut pas accoucher de pensées, mais il peut en faire accoucher chez les autres. Il s'agit donc, en fait, par cette comparaison, sur laquelle il s'étend dans le dialogue de Platon qui s'appelle le Théétète, dont je vous ai déjà parlé, dialogue sur la science, le Théétète, dans la première partie du dialogue, à un moment donné, effectivement, Socrate fait une aparté sur ce qui est son art, qui est d'accoucher les esprits des autres, et il explique effectivement, c'est la fameuse maïotique socratique, hein, vous savez, maïo et in en grec, ça veut dire accoucher, hein, ou faire accoucher plus exactement. Donc, un bon exemple de cet art d'accoucher les esprits, c'est par exemple, il y en a un bon exemple dans le Thétète de Platon, mais je ne l'ai plus très bien à la mémoire, mais je peux prendre celui de la République qui sera plus, un de ceux de la République qui sera plus parlant, puisqu'il concerne la philosophie du droit, la notion de justice. Je vous ai déjà raconté comment débutait le début de la République, comment débutait la République, avec cet entretien qui se déroule chez Céphalée entre Socrate et différents protagonistes, dont un certain Polémarque. Et la question de savoir ce que c'est que la justice euh, apparaît dans cette conversation. Et Polémarque, qui est jeune et assez enthousiaste, explique que la justice n'est rien d'autre que ce que le poète grec Simonide a défini comme le fait de restituer à chacun son dû. Puisque Simonide l'a dit, ça doit être vrai. Donc Socrate, effectivement, répond, si un homme aussi savant et éminent que Simonide, le poète, a dit que la justice et le fait de restituer à chacun ce qui lui est dû, c'est qu'il doit avoir raison, puisque c'était un homme éminent. Mais essayons quand même de vérifier. Et rapidement, il apparaît que cette définition de Simonide, pour des raisons que je vous ai déjà exposées j'ai fait un préambule sur la tirade de Thrasymachus dans la République, ces définitions apparaissent fragiles dans la mesure où il y a une incertitude sur ce qui est dû à chacun. Qu'est-ce qui est dû effectivement à chacun exactement? Hein. Et donc, on a typiquement là la méthode socratique qui consiste à partir de la position affirmée par son interlocuteur pour démontrer progressivement sa faiblesse, en ce sens que la définition de Simonide est imprécise et donc elle n'est pas satisfaisante. Alors Polémarque essaye de se raccrocher aux branches en apportant au fur et à mesure des précisions. Et chaque fois, Socrate lui démontre que ces précisions ne sont pas non plus satisfaisantes. Je ne rentre pas à nouveau dans le détail. Puis à Polémarque succède Thrasymachus. Vous le savez, Polémarque n'est pas un sophiste, hein, c'est juste un jeune intellectuel qui admire Socrate, qui suit ses entretiens et qui intervient. Hein. Donc, après intervient le fameux Thrasymachus qui dit que la justice, c'est l'intérêt du plus fort. Et là, pareil, même topo, Socrate va demander, mais c'est qui les plus forts d'abord? Et ensuite, qu'est-ce que c'est que l'intérêt du plus fort, n'est-ce pas? Et grâce à ces questions, il oblige Thrasymachus à préciser sa pensée, le pousse dans ses retranchements et finalement le réfute. Donc c'est ça la méthode socratique. Donc Socrate ne prétend rien savoir, mais il prétend mettre à jour la fragilité de la position des autres. Et donc, comme dans un accouchement, enfanter les pensées, pour l'interlocuteur de Socrate, ça peut être pénible. Hein. Surtout qu'il n'y avait pas de péridurale, donc voilà, donc on souffre pour accoucher euh, dans l'Antiquité grecque, 30% des femmes mouraient en accouchement, en couche. Hein. C'est quand même ça, il faut savoir la réalité, hein, c'était ça. Il y avait un pourcentage de mortalité de 30% dans les accouchements. Donc, pour parvenir à accoucher l'esprit des autres, comme vous le savez, Socrate pratique ce qu'on appelle la dialectique. Dialectique, ça vient de logos en grec. Hein. Dialectikos, ça veut dire discuter. Hein. Donc,
C'est l'entretien bien conduit par Socrate. Et donc, c'est en fait une méthode de la recherche de la vérité en commun. Par question et réponse, on cherche ensemble la vérité. C'est ce que Socrate explique à plusieurs reprises dans des dialogues de Platon. Vous avez les références dans le cours. Il explique que l'entretien a pour but de rechercher la vérité sur une question. Alors, la vérité, mais à propos de quoi? Parce que la vérité, c'est pour être la réalité physique, la vérité mathématique. Mais en réalité, l'objet des préoccupations de Socrate, ce sont les choses morales. Donc la philosophie de Socrate, en B, est une science morale. Et là, on a un témoignage important qui est le témoignage d'Aristote. Aristote n'a pas connu Socrate, puisqu'il est arrivé à Athènes alors que Socrate était déjà mort, mais il expose dans sa métaphysique, au début de la métaphysique, parce qu'Aristote, c'est quelqu'un qui il n'a pas laissé de dialogue, comme je vous l'ai dit, enfin, les dialogues ont pas perdu, mais il a laissé ses notes de cours. Donc, ces notes de cours, ça commence toujours par une introduction dans laquelle il expose les opinions des autres, en fait. Et donc, il expose la pensée des autres sur une question. Donc, dans la métaphysique, il y a un chapitre dans le livre alpha de la métaphysique, le premier chapitre, le premier livre de la métaphysique, il y a un chapitre sur Socrate, et dans lequel Socrate déclare que Socrate a fait porter son étude non sur la nature, mais sur les choses morales. Et Aristote ajoute que Socrate a été le premier à définir universellement des choses morales. Ces choses morales, il cherche à les définir universellement. Il recherche en effet, dit Aristote, l'essence, je vous épargne le terme grec par lequel je traduis essence, il recherche l'essence euh, de ces choses morales sur lesquelles son investigation porte. Et donc c'est pour ça que c'est le fondateur de la science morale, puisqu'il recherche des définitions universelles, nous dit Aristote, à travers l'essence de chaque chose de chaque chose morale qu'il essaie de définir. Donc, il ne recherche pas, par exemple, ce qui est beau en particulier, si une chose est belle en particulier ou si une chose est juste en particulier. Il recherche d'une façon générale comment peut se définir la beauté, la bonté ou la justice. Hein. On a un épisode très connu dans le fameux dialogue de Platon qui s'appelle le Ménon, dont l'objet est la vertu, en fait. Ce que Ménon et Socrate recherchent, c'est la vertu, ce que c'est que la vertu. Et Socrate interroge Ménon, qui est un sophiste et qui est assez plein de lui-même sur ce que c'est que la vertu. Et donc, Ménon répond, eh ben, il y a la vertu de l'homme politique, la vertu du maître de maison, la vertu de l'enfant, la vertu de la femme, la vertu de l'homme, parce que c'est pas la même, la vertu de l'homme n'est pas la même que celle de l'adulte, etc. Et à ce moment-là, Socrate dit, écoute, je te demande une définition de la vertu, je te demande ce que c'est que la vertu, plus exactement, je te demande ce que c'est que la vertu, et vraiment, tu combles au-delà de mes désirs parce que tu me fournis un essaim de vertu, un essaim comme un essaim d'abeille. Mais non, ce n'est pas ce que je te demande. Si je te demande ce que c'est qu'une abeille, toi tu me réponds, il y a des abeilles qui sont grosses, il y a des abeilles qui sont petites, il y a des abeilles qui sont brunes, il y a des abeilles qui sont plus claires, il y a des abeilles qui produisent beaucoup de miel, il y en a qui en produisent moins. Ce n'est pas la question que je te pose. Je ne te pose pas la question de savoir quelles sont les différentes abeilles. Je te demande ce que c'est qu'une abeille. Donc là, je te demande ce que c'est que la vertu, c'est pareil. Donc ne me réponds pas, il y a la vertu de la femme, la vertu de l'homme, la vertu de l'homme politique, la vertu de l'homme privé, la vertu de l'enfant, la vertu de l'adulte, parce que tu ne réponds pas à la question. Hein. Donc c'est assez typique. Hein. C'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est ce que c'est que la vertu en général. Dans la République, comme je vous l'ai dit, l'objet de la recherche, c'est la justice. Ça occupe les 4 premiers livres de la République. Après, il faut se demander comment la justice peut prévaloir dans la cité,
Mais avant, il faut se demander ce que c'est que la justice. Hein. Et quatre premiers livres pour définir ce que c'est que la justice, puisque la définition de Trasimaque a été écartée, comme la définition de Simonide, dans le premier livre de la République. Ensuite, il faut reprendre la recherche. Alors, évidemment, le témoignage d'Aristote dans la métaphysique a été discuté parce que, d'une part, comme je vous l'ai dit, Aristote n'a pas connu personnellement Socrate, donc c'est un témoignage indirect. Et ensuite, Aristote a la fâcheuse tendance, quand il écrit, à agréger à sa propre pensée les auteurs antérieurs. C'est-à-dire que euh, s'il parle de Socrate, c'est pour montrer que Socrate a été dans la voie dans la voie que Aristote, lui, a complètement, comment dirais-je, dégagée, en fait. Hein. Il dit ce qui importe, c'est l'essence des choses, et Socrate m'a précédé, mais il n'a pas tout à fait allé jusqu'où il fallait aller. Mais moi, Aristote, je poursuis la voie de Socrate. Donc, il y a une tendance à tirer Socrate vers lui, quoi. Et puis enfin, il y a une troisième raison pour laquelle il faut être méfiant avec les témoignages d'Aristote, c'est qu'Aristote, il a pour constante préoccupation d'expliquer qu'avec Socrate c'était bien, avant c'était bien, mais avec Platon ça commençait à tourner, à partir en vrille, quoi. Et donc Socrate était dans la bonne voie, mais voilà, malheureusement Platon, avec sa fameuse théorie des idées, a tout gâché. En fait, c'est un peu sa façon de faire toujours. Hein. Donc délibérément, il oppose Socrate à Platon. Mais néanmoins, en dépit de ces éléments qui conduisent à prendre le, le témoignage de Socrate, d'Aristote avec une certaine circonspection, il n'y a pas de raison de mettre en doute fondamentalement ce témoignage quand même. Il est quand même capital pour comprendre le socratisme. Même si peut-être enjolivé ou parfois déformé, il est quand même capital pour comprendre le socratisme. Donc il s'agit pour Socrate en fait de découvrir la vérité à propos des choses morales. Prenons les choses autrement, il s'agit de découvrir la vérité à propos des choses morales. Qu'est-ce que la justice en vérité? Vous vous souvenez, quand on a commencé ce cours et qu'on a pris ce fameux passage des premiers fondements, des premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, où Kant associait la notion de qu'est-ce que la justice avec la notion de qu'est-ce que la vérité. Hein. Parce que qu'est-ce que la justice, ça veut dire qu'est-ce que la vérité en droit. Hein. Donc Socrate, il est préoccupé de savoir qu'est-ce que sont véritablement telle ou telle chose morale. Qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le beau, etc. Et comment procède-t-il pour parvenir à dégager ainsi ce qu'Aristote appellera des essences, toti esti, l'essence chez Aristote? Comment il procède-t-il? Il procède généralement par voie d'induction. Il part d'exemples particuliers pour remonter une définition générale. On a un bon exemple dans le passage de Trasimaque de la République qu'on a vu la dernière fois et l'avant-dernière fois, dans lequel, pour définir ce que c'est qu'un art, quel est l'objet d'un art, Socrate parle d'exemples particuliers. L'art du médecin s'exerce dans l'intérêt du patient et non pas dans l'intérêt de celui qui l'exerce, c'est-à-dire le médecin. L'art du navigateur s'exerce dans l'intérêt du navire et des matelots et de l'équipage, donc, et non pas dans l'intérêt du capitaine du navire. L'art de l'écuyer s'exerce dans l'intérêt du cheval et pas dans l'intérêt de l'écuyer. Et donc, nous sommes bien d'accord, dit Socrate à Thrasymachus, tout art, l'excellence de tout art réside dans l'intérêt du sujet auquel il s'applique et non pas dans l'intérêt de celui qui le pratique, qui l'exerce. Et donc, si c'est, il en est ainsi pour tout art, il en est ainsi pour l'art de gouverner. Et c'est comme ça qu'il arrive à renverser la définition de la justice qu'avait proposée Thrasymachus, qui soutenait que l'art de gouverner, proprement dit, bien pratiqué, s'exerçait dans l'intérêt de ceux qui gouvernent
Et il dit, ben non, l'art de gouverner, c'est comme les autres arts, s'exerce dans l'intérêt de ceux auxquels l'art de gouverner s'applique, c'est-à-dire les gouvernés, et pas les gouvernants. Donc c'est un exemple typique de remonter par induction vers une notion générale. De la même manière, dans le Bénon que je citais tout à l'heure, la préoccupation de Socrate, c'est progressivement de remonter par des applications de la notion de vertu à la question de savoir qu'est-ce que c'est que la vertu. Donc, il est inventeur de la science morale, mais il faut quand même se garder une confusion sur laquelle je ne m'étends pas. Attention, les définitions générales, les notions générales que Socrate essaie de dégager par la dialectique, ce ne sont pas des idées, des formes intelligibles au sens où Platon les entendra. Vous savez que Platon est l'inventeur de la théorie des idées, de la théorie des formes intelligibles, et qu'il prétend que qu'il y a des êtres universels et éternels qui sont les idées, les formes intelligibles auxquelles les choses sensibles participent, ou dont les choses sensibles sont une imitation. Parce que la question de la relation entre les formes intelligibles et les choses sensibles chez Platon n'est pas très claire. Tantôt il dit que les choses sensibles participent aux formes intelligibles, tantôt il dit que ce sont des imitations des formes intelligibles. On verra là-dessus quand on parlera de Platon. Donc, ça, c'est la thèse platonicienne. Mais pour Socrate n'a jamais prétendu, quand c'est lui qui parle, en tout cas, évidemment, dans les dialogues de Platon, c'est toujours difficile de savoir si c'est Socrate qui parle ou Platon, puisque au fur et à mesure que Platon avance en maturité, dans ses dialogues, Socrate devient de plus en plus le porte-parole des idées, des thèses de Platon, hein. Mais en tout cas, ce qui semble quand même résulter euh, des premiers dialogues de Platon, c'est que Socrate ne formule pas une théorie des formes intelligibles, hein. Il prétend simplement qu'il y a des choses morales qui reçoivent une définition générale, mais ce ne sont pas des idées au sens platonicien du terme. Ce ne sont pas des formes intelligibles qui auraient une existence distincte du sujet qui les conçoit, hein. Parce que les formes intelligibles, pour Platon, c'est ce qu'il y a de plus vrai, de plus réel, hein. Mais chez Socrate, il n'y en va probablement pas de même, hein. Ces définitions générales, ces notions générales, ces notions morales générales que euh, euh, Socrate découvre, il les découvre en lui-même, dans son âme. D'où le fameux adage que Socrate fait le sien dans le dialogue de Platon qui s'appelle Alcibiade, connais-toi toi-même. Vous avez entendu parler de cette expression, connais-toi toi-même. C'était l'oracle d'Apollon inscrit sur le temple de Delphes, on y revient. Connais-toi toi-même, notice auton en grec. Connais-toi toi-même. Pourquoi connais-toi toi-même? Parce que c'est en pratiquant l'introspection de ton âme que tu arrives à découvrir ce qui est vrai, qui est la vérité. Alors évidemment, la philosophie de Socrate, ce n'est pas seulement une philosophie qui vise à la connaissance des choses morales, parce que ce qui intéresse Socrate, c'est la pratique, c'est l'action. Donc il ne suffit pas de bien penser, il faut aussi bien agir. Mais là, le point de vue de Socrate, qui résulte des dialogues de Platon, c'est que dès lors qu'on euh, dès lors qu'on connaît ce qui est bien, dès lors qu'on connaît la justice, la vérité, le bien, le beau, euh, on ne peut pas ne pas le vouloir. On ne peut pas ne pas le vouloir. On ne peut pas ne pas y aspirer. Vous connaissez le fameux adage qui se trouve dans la bouche de Socrate dans plusieurs dialogues de Platon, nul n'est méchant volontairement. Nul n'est méchant volontairement. Vous avez entendu
cette expression. Nul n'est méchant volontairement. Mais il ne faut pas comprendre ça au sens, au premier degré, au sens moderne du terme, c'est-à-dire que nul ne peut commettre un délit intentionnel. Ce n'est pas ça que ça veut dire, hein. Ce n'est pas nul n'est méchant volontairement, ça ne veut pas dire que nul ne peut faire délibérément du mal à autrui. Ce n'est pas ça la signification, hein. Nul n'est méchant volontairement, euh, ça veut dire la chose suivante. D'abord, chez les Grecs, il est unanimement admis que le bien, ce que les Grecs appellent agathos, dois-je vous le mettre dans le chat, agathos, ça a donné le prénom Agathe en français. Agathos, ça veut dire le bien, enfin, c'est au agathon, en fait, c'est un neutre, hein. Ça dérive de l'adjectif agathos qui veut dire bien, et kalos, ça veut dire beau. Vous savez, l'homme grec, l'idéal de l'homme grec, c'est kalos kagathos, hein. Beau et bon. Kalos kagathos. Beau et bon. Donc, euh, il est unanimement admis chez les Grecs que ce qui est bien est profitable à l'homme. Ce qui est bien est profitable à tout être et notamment à l'homme. Ça, c'est admis par tous les Grecs. Maintenant, la révolution, la petite révolution que Socrate opère et que Platon développera, ça consiste à identifier ce qui est bien, profitable, avec ce qui est beau, moral. C'est-à-dire que ce qui est bien et qui est profitable à l'homme s'identifie avec ce qui est beau au sens moral du terme. Donc personne ne peut être mauvais de son plein gré. Personne ne peut être mauvais, méchant de son plein gré. Parce que s'il l'était, parce que s'il l'était, il désirerait son propre mal. Il irait à l'encontre de son intérêt. Celui qui est méchant, comme il contrevient au bien moral, il va à l'encontre de son intérêt, puisqu'il y a une identification chez Socrate puis chez Platon entre le bien au sens d'une utilité pour celui qui le pratique, ce qui est unanimement admis par les Grecs, et le beau au sens moral du terme. Il y a cette volonté d'identifier le bien au sens de quelque chose d'utile, qui est l'intérêt de celui qui le pratique, et euh, le beau au sens moral du terme. Donc celui qui agit de façon immorale ou amorale, celui qui fait le mal à autrui, il agit contre son propre intérêt. Or, personne de raisonnable ne voudrait agir contre son propre intérêt. Personne de raisonnable ne voudrait agir contre son propre intérêt. Donc, nul n'est méchant volontairement. Ça veut dire que la personne qui fait du mal à autrui, qui est injuste envers autrui, qui fait du mal envers autrui, euh, peut vouloir faire du mal à autrui, bien sûr, mais en même temps, il ne veut pas, parce qu'il veut faire du mal à autrui, mais il se trompe, parce qu'il pense qu'en faisant du mal à autrui, il poursuit son propre avantage, alors qu'en réalité, il dessert son propre intérêt. Ce qui est bien pour nous les hommes, ce n'est pas ce que le désir nous désigne comme quelque chose de bien. Le désir nous désigne peut-être quelque chose comme bien, par exemple, euh, piller les terres rares de l'Ukraine, mais en faisant ça, en réalité, on agit
contre notre intérêt parce que on agit mal moralement et donc, comme le beau au sens moral du terme est identifié avec le bien au sens utilitaire du terme, si on agit mal moralement, on agit contre son intérêt. Alors pourquoi le bien, le beau au sens moral du terme, s'identifie avec le bien euh, au sens utilitaire? C'est une question qu'on verra plus en détail avec Platon. Tenons-la pour acquise. Hein. Mais la formule nul n'est méchant volontairement est une formule qui est toujours mise dans la bouche de Socrate, hein, par Platon. Donc il faut comprendre par là que probablement Socrate en était l'auteur. Donc il ne faut pas la prendre au premier degré. Hein. Il ne faut pas la prendre au sens du juriste qui considérerait qu'il n'y a que des homicides involontaires. Ça n'est pas ça. Hein. Donc le problème, c'est de connaître euh, le bien au sens moral du terme. Le beau, le bien au sens moral du terme, il faut le connaître. Donc c'est une affaire de science, en fait. Si certains font du mal à autrui, c'est par ignorance, parce qu'ils n'ont pas acquis cette science. C'est un problème de science ou de technique, parfois, dit Platon. Hein, ou d'art, si vous préférez, de techné. Hein. Il faut acquérir une science de ce qui est mal ou bien, au sens moral, pour ne pas agir injustement envers autrui, comprendre qu'agir injustement envers autrui, c'est agir contre ses propres intérêts. Paragraphe 2, philosophie du droit de Socrate. Alors, à lire les témoignages qui se trouvent dans les œuvres de Platon et de Xénophon, ce qui caractérise Socrate du point de vue du droit, c'est que c'est un détracteur du procès, en tout cas du procès athénien. C'est un détracteur du procès athénien, mais c'est un défenseur de la loi. Donc, ce sont les deux points que nous devons reprendre. Grand A, dénonciation du procès. Grand B, apologie de la loi. Apologie, ça veut dire discours de défense, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc, apologie de la loi, c'est la défense de la loi. Grand A, dénonciation du procès. Donc, cette dénonciation du procès, elle est très perceptible dans le dialogue de Platon, Apologie de Socrate, qui relate le procès auquel Platon, d'ailleurs, n'a pas assisté, je vous le rappelle. Hein. Il était malade à cette époque-là, donc il n'a pas assisté au procès. Non, il n'était pas. Je crois qu'il avait pris un peu la poudre d'escampette pour éviter des problèmes. Donc, il n'a pas assisté au procès de Socrate ni à la mort de Socrate. Mais néanmoins, il a écrit ce dialogue sur le procès de Socrate, qui est évidemment un dialogue imagé, en fait, hein, où c'est le Socrate de Platon, bien sûr. Hein. Et en fait, que se passe-t-il dans ce procès? Dès le départ, c'est que Socrate pratique ce qu'on appellerait aujourd'hui une défense de rupture. Il pratique une défense de rupture en contestant la légitimité du tribunal populaire pour le juger. Vous savez qu'un tribunal populaire avait été constitué spécialement pour juger Socrate sur l'accusation qu'avait lancée Mélétos, et dès le départ, il conteste la légitimité de ce tribunal pour le juger. Il considère qu'il n'avait pas à être attrait devant ce tribunal. Il estime que ce tribunal n'est pas l'enceinte qui convient pour faire éclater la vérité
En effet, c'est un adversaire de la procédure judiciaire athénienne. Et que reproche-t-il à la procédure judiciaire athénienne? Mais on pourrait très bien transposer dans la procédure judiciaire actuelle. Il reproche à cette procédure de substituer la persuasion à la vérité, d'une part, de substituer la persuasion à la vérité, d'une part, pas de souci, de substituer la persuasion à la vérité, d'une part, et la rhétorique à la dialectique, d'autre part. Petit 1, persuasion au lieu et place de la vérité. Petit 2, rhétorique au lieu et place de la dialectique. Je vais trop vite. Petit 1, persuasion au lieu et place de la vérité. Petit 2, qui est corrélé au petit 1, en fait, rhétorique au lieu et place de la dialectique. Alors, il n'y a pas que dans l'apologie de Socrate, on trouve dans d'autres dialogues de Platon des critiques adressées par Socrate au sujet des contraintes que le procès athénien impose. Déjà, le procès athénien, il est circonscrit dans son objet, c'est-à-dire que l'accusé peut seulement répondre aux accusations de l'accusateur. Donc, l'objet de son discours est circonscrit. Il a le droit de poser des questions à son accusateur, mais il ne peut pas sortir du cadre posé par son accusateur. De plus, c'est un procès qui est renfermé dans le temps. Il y a une espèce de sablier, mais ce n'est pas un sablier parce que c'est avec de l'eau, mais ça s'appelle le clepsydre en grec, et qui mesure le temps de parole. Et donc, il faut parler le temps qui vous est imparti et pas davantage. Maître, vous avez 10 minutes pour plaider. Donc, il y a trop peu de temps pour s'expliquer, et Socrate le dit dans l'Apologie de Socrate, je dispose que d'un temps restreint pour m'expliquer, et ça n'est pas satisfaisant. Parce que ces rites processuels qui consistent à restreindre l'objet des propos du défendeur, de l'accusé, et qui consistent à enfermer son discours dans un certain temps, sont propres à desservir la vérité et à encourager un discours intéressé de nature à séduire le juge ou les juges. Si vous ne disposez que peu de temps pour expliquer la vérité et qu'en plus vous ne pouvez pas déborder du champ de l'objet tel qu'il a été circonscrit, de l'objet du discours tel qu'il a été circonscrit par l'accusateur, vous allez chercher dans le peu de temps qui vous est imparti à séduire le juge, parce qu'à l'époque on ne mettait pas les affaires en délibéré sur 3 mois, hein. Vous allez donc devoir séduire le juge et essayer d'emporter sa conviction euh, en le flattant éventuellement au prix de mensonges plutôt que d'exposer la vérité parce que les circonstances ne s'y prêtent pas. Les circonstances ne s'y prêtent pas. Et comme je vous le rappelle, l'orateur Lysias avait préparé un discours ad hoc, on pourrait dire, à Socrate euh, qu'il pour qu'il l'exprime devant le tribunal, mais Socrate a écarté ce discours parce qu'il le jugeait trop peu philosophique. Donc il a quand même voulu procéder à sa manière.
Et dans l'exorde, c'est-à-dire c'est le début du discours de défense de Socrate, dans l'exorde, dans l'apologie de Socrate de Platon, dans l'exorde, Socrate avertit que certains l'ont présenté comme un orateur habile, deinos on dit en grec. Deinos, ça veut dire habile, ça veut dire aussi effrayant, hein, mais en l'occurrence, ça veut dire habile. Certains l'ont présenté comme un discoureur habile, il dit qu'il n'en est rien. Il ne connaît pas tous ces artifices de langage des jeunes gens, des professionnels de la procédure, et il ne va pas chercher à séduire l'auditoire, il va chercher à exposer son fait dans une langue simple et directe. Sa tâche, c'est de dire la vérité, et la tâche du tribunal est de se prononcer avec justice. Donc, il ne va pas chercher à séduire le tribunal comme on le fait d'habitude. Alors, corrélativement à cette critique de la persuasion qui remplace la vérité dans l'enceinte des tribunaux, Socrate critique la rhétorique qui remplace la dialectique. Il ne fait pas que dans l'apologie de Socrate, il le fait dans bien d'autres dialogues, notamment le fameux dialogue Gorgias, dont on a déjà parlé, où se trouve le discours de Calliclès, et qui débute par une discussion entre Socrate et Gorgias sur les bienfaits ou les méfaits de la rhétorique. Petit 2, rhétorique au lieu et place de la dialectique. Donc, ce que reproche Socrate constamment à la rhétorique, c'est de ne pas être ouvrière, pour reprendre le terme grec, de ne pas être ouvrière de vérité. Elle n'est pas productrice, ouvrière de vérité. Contrairement à la dialectique, dont on a vu tout à l'heure, dont on a rappelé tout à l'heure, c'était une méthode de recherche de la vérité en commun. La rhétorique n'a pas cette vertu. La rhétorique, comme vous le savez, c'est l'art du discours. Ça a donné orateur, rhéteur, orateur. L'art du discours dans les différentes assemblées politiques et dans l'enceinte des tribunaux. L'art du discours dans les différentes assemblées politiques et devant les tribunaux. C'est ainsi que Gorgias, le maître de la rhétorique, l'a défini dans le dialogue éponyme de Platon. Or, comme Socrate méprise la rhétorique, il méprise aussi les lieux où elle se pratique, comme les tribunaux. D'ailleurs, il le dit dans l'Apologie de Socrate, c'est vraiment la première fois que je me retrouve devant un tribunal, à 70 ans passés. Je n'ai jamais comparu devant un tribunal. Dans le dialogue de Platon qui s'intitule le Gorgias, après que Gorgias a défini la rhétorique comme l'art, le pouvoir de persuader dans les assemblées politiques et dans les tribunaux, Socrate lui répond, mais le pouvoir de persuader au sujet de quoi? Est-ce que tu veux bien me préciser quel est l'objet de la rhétorique? Et vous le savez, Gorgias, je vous l'ai dit, répond, il persuade au sujet du juste et de l'injuste. La rhétorique persuade au sujet du juste et de l'injuste. D'où la discussion de savoir si euh, euh, Gorgias pourrait se flatter d'enseigner la rhétorique sans instruire ses élèves dans ce qui est juste et injuste. On a vu ça la dernière fois en discutant de la tirade de Calliclès dans le Gorgias. Alors, la rhétorique a peut-être pour objet le juste et l'injuste, comme le soutient Gorgias, mais Socrate estime que la rhétorique est impuissante, la rhétorique est impuissante à produire une vérité
à propos de la justice, la rhétorique d'une façon générale n'est pas productrice de vérité, et donc elle n'est pas productrice de vérité au sujet de la justice, comme à d'autres sujets d'ailleurs, même si son objet de prédilection est la justice. Elle est impuissante à produire une vérité à ce sujet pour trois raisons. On verra jeudi prochain. Et donc, on s'arrête là puisqu'il est 18h50. Je t'allais trop vite, ça allait à peu près. J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de banalités. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez vues ou pas. Parce que jeudi, on va commencer à creuser. Là, je vais vous dire des choses que vous ne trouverez pas dans des manuels sur la philosophie du droit de Socrate. Voilà. À jeudi. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui attendent devant la salle.